Bonjour à toutes et tous. Session avec énormément de monde. Alors que je pensais que la péridurale était en voie de disparition. Donc on voit qu'il y a un biais de recrutement quand même parce que je ne suis pas sûr que l'enquête que tu es menée à main levée soit représentative de ce qui se fait en France aujourd'hui, notamment quand on regarde les recommandations. Je remercie le comité scientifique donc, de m'avoir invité pour vous parler de cette gestion post-opératoire, à la fois en termes de parcours et en termes de gestion de la péridurale. J'ai entendu qu'il y avait beaucoup d'attentes. Malheureusement, il y a beaucoup moins de littérature que d'attentes au sein de l'Assemblée. Donc on va discuter, on va faire un briefing sur ce point. Donc quelques liens d'intérêt qui n'ont pas de rapport avec cette présentation. Alors moi, au début, je pensais ça, c'est que je me disais, bon, nous, à Foch, on fait de la chirurgie thoracique, effectivement, de la chirurgie majeure abdominale, de la chirurgie urologique majeure, et on fait encore pas mal de péridurale, moins qu'il y a quelques années, mais on en fait encore pas mal. Et on a l'impression qu'on est un petit peu le village gaulois par rapport à ce qui se fait ailleurs. Mais pourtant, et puisqu'on est dans le parcours, ce qui est super important, c'est le post-opératoire et c'est qu'est-ce qu'on va faire de ce patient. Et donc là, c'est de la chirurgie thoracique en salle de réveil, debout, en train de marcher sur avec son petit déambulateur. Donc, il faut associer une technique pour un objectif. Il y a deux objectifs de la péridurale en post-opératoire. L'analgésie, mais aussi la récupération post-opératoire. Donc ça, je passe rapidement sur pourquoi. Je pense que Christophe a insisté là-dessus, mais on est aujourd'hui, l'enjeu aujourd'hui, c'est la douleur chronique post-opératoire, le repérer, la douleur transitionnelle. Et donc, il faut mettre en place une technique d'analgésie qui soit une technique efficace, à condition de vérifier qu'elle soit efficace. Donc si je mets une analgésie péridurale, je vérifie avant d'endormir mon patient que ma technique est efficace. Et si elle n'est pas efficace en salle de réveil, j'ai un algorithme très vite de correction où je retire la péridurale pour mettre en place autre chose. Mais je ne peux pas laisser un patient avec un cathéter qui ne fonctionne pas, ça n'a pas de sens pour le post-opératoire. Donc l'enjeu, c'est ça, c'est de jouer sur le post-opératoire. On va faire de la low-opioïde analgésia per-opératoire. Je suis un fervent défenseur de cette technique. Je pense que l'ALR, elle a du sens, notamment chez le sujet âgé. Il faut être ALR believer chez le sujet âgé parce qu'il n'y a pas de pharmacopée très intense pour le sujet âgé. Et puis, ça va permettre de faire de la réhabilitation, de diminuer les complications respiratoires en permettant de la kiné, et puis éventuellement de retourner plus rapidement à des activités de la vie quotidienne. Si je regarde, malheureusement, si je regarde ce que disent les recommandations, on a un peu squeezé la possibilité de la péridurale, notamment pour ce qui est de la chirurgie thoracique, où on la propose éventuellement pour la chirurgie ouverte, mais le bloc paravertébral a grandement cru parce qu'il y a moins d'effets secondaires de la technique. Et c'est ce papier-là qui nous a mis un peu dedans, c'est qu'il y a un bloc sympathique, il y a plus d'hypotension, et cette gestion de l'hypotension va poser problème, notamment en post-opératoire lors du premier lever. Et c'est ce qui a fait disparaître finalement, qui a perdu un peu la péridurale dans l'analgésie de la chirurgie majeure. Quand on regarde le parcours, la RFE qui a été conduite par Sébastien Bloch, grosse RFE, hyper compliquée, à laquelle on a participé, a essayé de voir un peu l'impact de technique sur la morbidité et la mortalité. Donc c'était des critères durs. Et donc, ils ont regardé tout le parcours de périopératoire. Je vous invite vraiment à lire cette RFE pour voir un petit peu ce qui était vraiment recommandé en vert, ce qui peut être discuté, et puis ce qui n'est pas recommandé en rouge. Et donc, quand on regarde l'ALR, on propose l'ALR, toujours, sur la chirurgie majeure. Donc, je suis très heureux de voir que pour la laparotomie ouverte, vous proposiez de la péridurale, parce que ALR, elle est proposée pour la chirurgie thoracique ou abdominale majeure. Ça fait partie des choses. Et puis, Christophe l'a évoqué tout à l'heure, en fait, il y a un gros trouble dans la littérature sur qu'est-ce qui se passe après, parce qu'il y a un gros trouble dans la littérature de qu'est-ce qu'on en fait de la péridurale. Et en fait, c'est une enquête allemande qui est sortie tout récemment, qui est la pratique des Allemands, pourtant tout est protocolé dans les blocs allemands. Quelle est la pratique par rapport à la péridurale ? C'est un grand mix. Donc je commence avant, je commence après, je fais un gros bolus, je fais un petit bolus, je mets des morphines nominutiques, on en revient à la discussion de ce soir. Donc en fait, on a des péridurales. On n'a pas une péridurale d'analgésique, on a des péridurales. Et donc l'évaluation du post-opératoire sur cette hétérogénéité de péridurale devient compliquée.
Alors, est-ce que ça a toujours un intérêt? Moi, je suis un gros défenseur de la péridurale. Qu'est-ce qu'il y a comme le gros papier de la littérature en post-opératoire ou en périopératoire en 2020? Il y a ce papier dans l'anesthésie en 2019, gros registre national anglais. Ils ont regardé des modalités chirurgicales différentes, c'est en chirurgie thoracique. Et ce qui est intéressant, c'est le devenir du patient, puisqu'on m'a demandé un petit peu le parcours du patient. Moins d'admission en réanimation lorsque on a une péridurale, moins de consommation de sédatifs, d'hypnotiques, pardon, en péropératoire. Donc, il y a peut-être du sens. Le sujet âgé, je le défends très très fort. Si vous voulez réduire le délirium, je pense que la lidocaïne IV, c'est un mauvais médicament. Vous avez la péridurale. Et la péridurale va vous permettre d'avoir une analgésie et de diminuer le délirium de façon très significative en post-opératoire. Là encore, c'est une étude randomisée dans l'anesthésiologie, multicentrique, plus de 2000 patients, des patients de 60 à 90 ans à qui on fait de la chirurgie majeure, dont 25% de chirurgie thoracique. Eh bien, vous avez une réduction drastique du délirium qui est dépisté. Là, c'est une grosse étude parce qu'ils avaient mis les moyens pour dépister le délirium post-opératoire. Donc, oui, il y a du sens en post-opératoire pour ça. Autre registre récent danois, les Danois, tous les patients sont rentrés dans une grande base de données. La péridurale pour la chirurgie majeure en urgence réduit la mortalité à M+1. Donc il y a une réduction, et donc il y a un intérêt de cette technique pour la mortalité post-opératoire. C'est balayé un tout petit peu, et c'est là où c'est pour ça que je pense que l'hétérogénéité de la péridurale nous fait du tort. C'est que autre registre danois qui est sorti un an après sur une plus grande période d'inclusion, ils ont regardé le post-opératoire. Vous voyez que sur la figure, tout croise la ligne 1, donc il n'y a plus d'intérêt. Il n'y a plus d'intérêt majeur de la péridurale, sauf dans le cas du choc hémorragique péropératoire. Donc ça a un peu ça nous fait du mal pour ceux qui y croient. Alors pourquoi est-ce qu'on en fait moins? Probablement parce qu'on considère, et ça c'est un joli papier, de dire mais en fait arrêtons de faire la péridurale, vous surmédicalisez le patient. Donc si vous surmédicalisez le patient, dans son parcours derrière, vous allez faire moins vite, moins bien, parce que vous avez mis en place une technique lourde pour une chirurgie qui est devenue mini-invasive. Donc il va falloir trouver la bonne balance entre la typologie de votre chirurgie et votre technique analgésique. Et donc il va falloir réfléchir à qui on propose la péridurale. Et donc, il va falloir centrer et observer le patient. Et donc, les comorbidités du patient sont un élément majeur de décision. Et donc, pour nous, le patient BPCO, sécrétant, etc., qui a une chirurgie digestive majeure, oui, lui, il est très, très, très bon candidat à la péridurale, quand bien même ce soit peut-être une chirurgie robotique ou autre. Quelle surveillance? Alors ça, c'est toujours la question, ouais, USC, etc. Ça fait 30 ans que non, en fait. Donc, on peut faire de la péridurale avec un parcours post-opératoire, un environnement post-opératoire qui est relativement traditionnel. Recommandation 93, application du décret en 93, les malades sans risque particulier peuvent être surveillés dans des services chirurgicaux de soins réguliers. Donc, il n'est nulle part fait mention de la nécessité d'une USC pour une péridurale. Donc nous, ça fait des années que les patients ils sont en salle. Par contre, et on va le revoir derrière, ce qui est fondamental, c'est la formation. C'est qu'on ne peut pas laisser une péridurale avec des infirmières vacataires tout le temps. Donc il y a nécessité de sécuriser derrière les choses. Après, le patient plus lourd, là, vous allez proposer effectivement un post-opératoire plus sérieux, avec un monitorage, notamment un monitorage de l'oxymétrie de pouls. Mais attention, péridurale ne signifie pas USC. Et là, on va être rattrapé par la patrouille prochainement quand il y a des audits. Le relais. Alors ça, moi, je me suis dit, c'est génial, on va regarder un petit peu comment est-ce qu'on fait, parce que nous, ça fait 10 ans qu'on se casse les dents sur le relais. On a essayé plein de choses. La littérature, elle est super pauvre. J'ai l'impression que ça intéresse personne, ou alors qu'il n'y a rien qui marche, ce qui fait que rien n'est publié. Je ne sais pas quelle est la bonne façon de voir les choses, mais on est confronté à des difficultés du relais. Alors, on a essayé de diminuer la concentration, on a essayé de faire morphinique, et puis on enlève les morphiniques dans la péridurale à J2, J3. C'est pas bon, ça marche. Voilà. On a des patients, des typologies de patients, le pneumothorax, etc., avec des rebonds à l'arrêt de la péridurale. On essaie de l'arrêter, de faire le relais la veille et de la retirer le lendemain.
Et dans la littérature, malheureusement, je n'ai pas grand-chose à vous proposer. C'est-à-dire que c'est que de l'avis d'experts. Je n'ai pas de truc solide pour vous dire, voilà, comment est-ce qu'on manage le relais d'une péridurale avec le relais Péros derrière. C'est un grand vide, il y a un grand trou dans la littérature aujourd'hui. On est, voilà, sujet à discussion. Dans le parcours, aujourd'hui, ce qui est important, et on parlait de chirurgie majeure, c'est de voir le patient et dans la partie réhabilitation, comment est-ce qu'il sort. La péridurale, ça permet quand même de réduire la durée de séjour quand vous mettez un pack autour de prise en charge multimodale. CHIP, avant-après, donc chirurgie majeure sur un centre qui en fait beaucoup, vous réduisez la mortalité un petit peu, vous ne passez plus par la réanimation et vous avez un parcours post-opératoire qui est bien meilleur avec, et ça c'est important aujourd'hui, la satisfaction du patient dans 93% des cas. Donc on voit que c'est quand même un vrai sujet. Et aujourd'hui, les POMS, le retour patient, il est important. Et les patients, finalement, autant ils ont peur de la péridurale, mais une fois que vous l'avez mise, ils sont plutôt contents. Parce qu'ils ont l'impression que vous avez considéré, anticipé la possibilité qu'ils aient mal. Et donc, ça, c'est étude sur extrait du registre Pain Out. Je pense que certains d'entre vous ont participé. C'est une étude européenne. 30 000 patients qui ont été inclus. On a évalué la douleur dans les 24 heures post-opératoires. Là, on a regardé que les patients de chirurgie digestive qui avaient une péridurale versus ceux qui avaient une PCA morphine. Eh bien, ils étaient mieux pris en charge pour la douleur. Il y avait une réduction plus importante de la douleur post-opératoire chez les patients sous péridurale. Et puis, ils avaient une réduction de la durée avec une douleur intense, une réduction de la gêne, une réduction de la douleur à la toux, la sensation d'être mieux prise en charge. Le seul défaut, c'est que ça gratte. Bon, ça, c'est les morphinomimetiques dans la péridurale. C'est la contrainte. Il faut informer le patient de ce désagrément que certains vont avoir. Et il faudra baisser les posologies là-dessus. Et donc, si je veux faire de la péridurale en post-opératoire, il faut que je forme les gens. Et là, on se rend compte que ce n'est pas que un problème en France. C'est un premier papier, là, c'est le premier papier méthodologique, il n'y a pas l'étude derrière, mais c'est ce qu'il propose, c'est l'étude de Lamprecht. Ce qu'il propose de faire, c'est de regarder un petit peu quel est l'état des lieux des connaissances des IDE par rapport à la péridurale. Parce que si je veux mettre en place une technique dans les services qui soit correcte et qui soit bien appliquée avec une bonne compliance et qu'on ne vous appelle pas tous les jours en disant là il y a un souci avec monsieur machin, il faut que les gens comprennent. Or, déjà, rien que l'anatomie, on se rend compte que le corpus IDE ne comprend pas ce que c'est qu'une péridurale du point de vue anatomique. Donc ensuite, quand on fait l'évaluation pharmacologique, là, c'est encore plus sombre. Donc on se rend compte que là, on a, nous, un enjeu qui est de former les équipes auprès de cette technique d'analgésie si on veut la poursuivre sur le post-opératoire. Et donc, il y a le deuxième volant de l'étude qui va démarrer sur un groupe formé versus un groupe non formé. Donc, on l'a vu, la chirurgie évolue. Donc, il faut se poser la question de la technique. Attention, là aussi, au dogme, attention. La chirurgie robotique, ça fait mal. Certes, les incisions sont petites, mais les tractions, les forces exercées potentiellement par certains bras du robot, selon la façon dont ils sont mis, ça c'est de la chirurgie thoracique, génèrent de la douleur chronique. En chirurgie thoracique, vous avez plus de douleur chronique aujourd'hui. Peut-être que c'est une technique qui est nouvelle et donc on est sur un trend qui va peut-être se modifier, mais sur les premières années de la chirurgie robotique en thoracique, on a davantage de douleurs chroniques post-opératoires que la VATS. Donc, il ne faut pas abandonner l'analgésie sous prétexte qu'on a une technique chirurgicale qui est plus petite. Il va falloir accompagner cette évolution chirurgicale. Pour autant, quand on fait une prise en charge post-opératoire, ce bundle of care, si on est sur des patients qui sont mis dans des canaux de récupération, de réhabilitation post-opératoire, on peut effectivement se poser la question de l'intérêt de la péridurale. Là, c'est les équipes anglaises, thoracique ERAS. Qu'est-ce qu'ils font ? Ils font plein de choses. Qu'est-ce qu'ils font en analgésie ? Rien. Infiltration des trous de trocar. Bon, okay. C'est un peu décevant pour nous sur l'intérêt que l'on peut avoir à faire le métier. Et malheureusement, ou heureusement, ça marche. Ça marche très très bien. C'est-à-dire que
l'analgésie des trous de trocar dans le cadre d'une prise en charge multimodale avec le patient qui est motivé et à qui on dit on va vous lever en salle de réveil. Oui, ils arrivent à lever le patient dans les 30 minutes post-arrivée en salle de réveil, dans un tiers des cas. Juste avec l'analgésie des trous de trocar. Et ils ont des temps d'extubation qui sont là aussi excessivement courts. Donc il n'y a pas de... Voilà, c'est toujours... il y a des croyances, mais il n'y a pas de vérité. C'est une technique au milieu d'un corpus de prise en charge. Et donc il va falloir, dans le parcours et dans ce que vous mettez en place, avoir ce recul nécessaire sur ça. Et donc c'est ce qu'on disait. C'est ce qu'on disait tout à l'heure avec les anticoagulants oraux. Moi, je crois très fort à la technique. Mais je pense qu'effectivement, il ne faut pas laisser une péridurale pendant 5 jours. Au-delà de 5 jours, c'est interdit. Mais il faut peut-être la retirer avant. Peut-être qu'il faut la retirer au bout de 12 heures. Passer le cap, donner tout pour faire l'analgésie péropératoire et observer la mise en charge, la mobilisation du patient. Et peut-être que très vite, il faut redescendre. Donc il va falloir travailler, je pense, sur ces techniques de fast péridurale. Là encore, pas grand-chose. J'ai regardé, il n'y a rien dans la littérature. Je pense que c'est un truc un peu nouveau. Mais pour moi, c'est quand on regarde la littérature, quand on regarde le positionnement de la péridurale et les parcours où on veut réduire et faire en sorte que le patient se mobilise très vite, c'est peut-être un enjeu de réflexion. Donc pour conclure rapidement, ça reste une excellente technique de contrôle de la douleur. Il n'y a pas photo, je vous ai pas refait toute la littérature sur le sujet. Il y a peu d'événements indésirables graves. N'ayez pas trop peur de l'hématome. L'hématome, on en a plein en neurochirurgie, mais on n'en a quasiment pas en chirurgie habituelle. Les effets secondaires, le prurite, l'hypotension pro-élevée, là, il va falloir gérer ça, mais ce sont quand même des effets secondaires acceptables. Et puis, il y a d'autres attentes de la péridurale que l'analgésie. Il faut vraiment que vous ayez cette balance, le stress, le patient. Je pense qu'il va falloir faire ce couple chirurgie-patient. Ce n'est pas parce qu'on fait de la chirurgie mini-invasive qu'on ne fait pas de péridurale. Et donc, il va falloir vraiment mettre au cœur de cette balance, au cœur de votre réflexion. Il faut qu'on s'adapte, il faut qu'on évolue, il faut qu'on fasse de la recherche. Moi, je suis très déçu de la littérature. J'étais très content du topo, mais très déçu du niveau de la littérature sur le sujet du post-opératoire, où on est encore malheureusement de l'ordre de l'avis d'experts. Merci beaucoup.